Bonjour, nous allons maintenant démarrer la session live démo consacrée à l'intubation difficile. Je vais être accompagnée par Florian Robin du CHU de Bordeaux, par Daniel Francon de l'IPC de Marseille et par Morgane Le Guen de l'hôpital Foch. Bonjour. Nous allons dérouler 3 scénarios pour cette session. Le premier sera une intubation difficile non prévue. Le second sera une intubation difficile prévue. Et le troisième, la situation que nous redoutons tous, qui est une intubation difficile prévue avec une ventilation compliquée. Donc, nous allons rappeler au cours de cette session nos objectifs pédagogiques. Il s'agit là de mettre en valeur les points que nous avons rappelés lors de la réactualisation de la RFE de intubation-extubation difficile. Cette RFE a été présentée cette année au congrès de l'ASFAR en 2017 et nous allons vous accompagner pour mettre en place les dernières recommandations. Dans un premier cas, donc, nous avons prévu une intubation difficile non prévue et pour dérouler ce cas, nous allons rejoindre Florian. Florian est au bloc opératoire, il est médecin anesthésiste. Il travaille avec Morgane, qui est le chirurgien. Ouais, bonjour à tous. On est au bloc là. On est en place. Ça y est, là, la chirurgie est en cours. On a Morgane ici qui est en train de finir l'intervention. T'en es où exactement, Morgane ? Ça se finit là. J'ai effondré l'abcès. Il me reste le temps d'hémostase à faire parce que ça saigne un petit peu là en l'occurrence. C'était très inflammatoire. Voilà, j'essaye d'aller rapidement parce que je sais que c'est samedi après-midi. Durant cette période, Morgane, que tu travailles, Florian, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous présenter ton patient ? Oui, je peux t'en parler, bien sûr. Donc c'est un homme d'une 60aine d'années là que j'ai endormi il y a une vingtaine de minutes maintenant, qui s'est présenté en fait en urgence pour un abcès parapharyngé. Voilà, on l'a endormi il y a une vingtaine de minutes. C'est un monsieur qui a essentiellement pour antécédents médicaux une HTA et une BPCO sévère sur un tabagisme actif, qui n'est pas sevré, un gros fumeur. Sinon pas d'antécédents chirurgicaux ou anesthésiques particuliers. Et puis jusque-là, ça ne s'est pas trop mal passé. On l'a endormi avec une induction en séquence rapide, tout ce qu'il y a de plus standard. Et puis on l'a intubé, je l'ai intubé relativement facilement. Un Cormac 2 avec une lame 4 métal. Il y a une vingtaine de minutes. Actuellement, l'anesthésie a lieu. On est sous rémifentanil et puis sévoflurane là. Est-ce que ton malade a des critères de ventilation difficiles ? Alors, il a effectivement des critères de ventilation difficiles, même si l'intubation était vraiment aisée. Sur le plan ventilatoire, on a l'âge supérieur à plus de 55 ans, on a l'édentation, on avait une barbe qui était monstrueuse, et puis une notion de ronflement nocturne que j'avais retrouvé à son interrogatoire, et donc qui m'avait laissé suggérer effectivement qu'il y avait quand même qu'on pourrait avoir des difficultés sur le plan ventilatoire. Bon, super. Bon, Morgane, t'en es où ? Allez, 5 minutes. Morgane, il traîne, il veut pas qu'on parte en week-end en fait. 5 minutes, là j'ai la sonde qui me... j'ai l'impression que la sonde a bougé là. La fixation sur la barbe n'était pas très correcte. Et là, ça commence à faire du bruit. Je me demande si je ne te l'ai pas extubé. J'ai plus de capno en tout cas. Je vais te reprendre la tête si tu veux bien. Okay. Mettre une paire de gants. Et puis aller voir ce qui se passe. Justement, on fait la deuxième laryngoscopie. D'accord. Ok. Ouais, alors l'anatomie est vraiment compliquée, c'est vraiment devenu difficile là. D'accord. Tu veux que je te mobilise quelque chose ? Je veux bien un petit burp s'il te plaît. Ouais. Non, on n'y voit pas. On voit rien du tout, ça saigne. Quelque chose, l'épiglotte ? Non, je reconnais pas grand chose, très honnêtement. Donne un coup d'aspi peut-être, non ? Non, ça ira ? Ouais. Voilà, merci. Ok, alors, on aspire, mais... Il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose, ça... Bon, il sature encore. J'ai peur qu'il désature rapidement, là. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, j'essaye vraiment... Attends, écoute, on est à 100%. Ouais, mais j'ai... Qu'est-ce que tu t'exposes mal, on va essayer. On va essayer de... Tu as la sonde là. Dès que tu es passé... Niveau anesthésie, on est bon. Niveau anesthésie, on est bon. Je gonfle le ballonnet.
Ok, on va voir où on est, mais j'ai assez peu d'espoir. Tu as un stéto? Alors, hop, rebrancher le respirateur. Ouais, vas-y, rebranche-le. Ok, c'est fait. Non, j'ai toujours pas de capno là. Alors, tu t'en- je donne Toujours un coup pas de stéto, capno. mais Vous avez Écoute pas de un peu là. capno, Capno, tu on sais, voit dans pas ce la courbe, contexte, mais on vous fait confiance, il n'y a pas de capno. Le stéto a pas beaucoup de valeur. Hein. Moi, je me fierais au capno. Il n'y a pas de capno. Il n'y a pas de capno. Non. Ok. Écoute, Ouais, par contre, on a 95, tu vois, il se redégrade. ouais, Qu'est-ce qu'on fait je pense qu'on va le reventiler. Bon, Il y a ok, 2 bon. échecs de laryngoscopie. Attends, je te dégonfle Donc le nous ballonnet. sommes 2 échecs de laryngoscopie, les garçons. Ok. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bah écoute, Ouais, pour l'instant, on va le reventiler. La Voilà. priorité, Allez, ça va vas-y. vraiment être de l'oxygéner. Hein? voilà. Donc c'est tout à fait, vous suivez Ok. les Voilà. recommandations de la SFAR. Hein, on est sur une Je te ventilation, prépare quelque chose. Qu'est-ce que tu... une intubation difficile, ventilation compliquée. Ouais, et puis là, je t'avoue que la ventilation est devenue très difficile en fait. On n'a plus de capno, la capno est plate. La désaturation se poursuit. On est sur 2 échecs de laryngoscopie, une ventilation au masque qui est inefficace maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va introduire un dispositif supraglottique. Donc en l'occurrence ici le fast track. Hein, la priorité va être d'oxygéner le patient là. Bon, je te le prépare. Ouais, je veux bien, Donc, s'il te plaît, est-ce que tu vas me préparer le fast track? Écoute, je vais bien le dégonfler pour faciliter son introduction. Ouais, c'est ici que ça... Voilà, donc je me mets sur un plan dur, je dégonfle bien le coussinet, voilà. Je lubrifie la face postérieure du fast track. Voilà, t'es paré là. Vas-y, Ok. si tu as besoin d'un coup de main, tu me dis. Donc Allez. ça va Donc on va s'introduire. bien regarder comment tu mets ce Voilà. dispositif supraglottique. Donc on On introduit, on ouvre pour l'ouverture de bouche bien médian. Voilà, on bascule parfait. en arrière. Ok. Je gonfle Ok, le on va coussinet. gonfler le ballonnet Ok, et on ventile. Allez. reventiler. Parfait. Parfait. Allez, on regarde le capno. Ok, ça va. Ça va mieux? Alors, on a Ouais. récupéré une capno Bon, Ouais. vous oxygénez. Donc en ça, c'est oxygène. bien. On est sur la bonne voie. Allez, Bon, c'est super. Donc la chirurgie n'est pas finie. Qu'est-ce que vous faites maintenant? La chirurgie, surtout, il va falloir la finir, donc on va devoir le réintuber. Surtout qu'on a une capno, on va surtout attendre que la saturation remonte maintenant. La ventilation est correcte. cool. C'est bien. Donc dès que la saturation va être satisfaisante, on va le réintuber. Pour ça, on a 2 choix. Soit on peut passer à l'aveugle au travers du fast track, soit on peut s'aider aussi d'un fibroscope. Alors surtout là, dans ce cas de chirurgie ORL, ça peut avoir un intérêt. En fait, on a pas mal d'échecs avec l'utilisation du fast track sur la chirurgie ORL. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fibroscope. Alors on a 2, on a Stort ou Ambu là. On va vous Je montrer t'ai la... préparé la sonde la- quand même, hein, on sait jamais. Je l'ai Super. bien lubrifié au cas où. Parfait, alors on va vous montrer la petite vidéo de ce que ça donne avec un fibroscope. Attendez, on vous laisse mettre la sonde, on vous laisse mettre le fibro et on regardera le film après. Ok, Alors, on y va. La sonde. Alors, la sonde a été lubrifiée. On introduit la sonde avec la ligne noire bien côté de l'arête nasale. Vas-y, Florian, je te laisse faire. Tu vas soulever légèrement ici, le ça levier. aide de dégager. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Chandy qui va améliorer le taux de réussite de l'intubation. Donc tu as une petite résistance qui correspond à l'élévation du releveur d'épiglotte du fast track. Donc Ok. cette résistance est normale. Vas-y, Parfait. vas-y. On continue à introduire. Vas-y, c'est bien. Voilà, on va mettre le Très bien. fibro. Et là, on Allez. va mettre le fibro. Allez. Donc on peut lancer le film. Alors c'était une autre option. Ok, donc là sur le film, on voit là, on arrive au niveau du releveur de l'épiglotte. Là, des fois, on a un peu de difficulté à passer avec le fibroscope. Dans ce cas-là, on peut enfoncer un petit peu la sonde. La sonde étant plus rigide, on arrive plus facilement à relever la petite languette du fast track. Et puis ensuite, on cherche facilement notre chemin. Ça reste relativement aisé ici. Hop, et une fois qu'on est en place, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on descend la sonde tranquillement au niveau de la trachée.
Et parfait, on retrouve une capno et on est sauvé. Voilà, moi pendant ce temps, je vérifie la pression du ballonnet de la sonde. Parfait. Bon, parfait. Ici on a intubé notre patient On à... va revenir au bloc puisque vous avez à intubé l'aveugle. cette trachée avec succès. Super, Ouais. vous avez un capno que l'on voit sur l'écran du fond. Ouais, on sature correctement à 94%. Peut-être qu'une bonne manœuvre de recrutement va permettre un petit peu d'aider tout ça. Ça a l'air pas mal. Hein. L'auscultation passe des deux côtés. Super. Bon, on s'en sort pas si mal, Karine. Bon, super, vous allez pouvoir finir la chirurgie, c'est parfait. Mais vu les petites difficultés que vous avez rencontrées, comment vous allez envisager l'extubation? Ah, alors l'extubation ici, on est sur quand même tous les facteurs de risque de complications lors de l'extubation, avec les facteurs de risque à la fois locaux et généraux, c'est-à-dire locaux. On a une chirurgie des voies aériennes avec un probable œdème de la glotte, des saignements, une hémostase qui a été difficile, donc une potentielle reprise chirurgicale. On a aussi sur le plan général un monsieur qui est BPCO stade 3-4, une BPCO sévère, donc on est vraiment à risque d'échec lors de cette extubation. Donc ce que je te propose, Karine, sur ce genre de situation, c'est plutôt d'envisager une extubation sur un mandrin, un guide échangeur creux. Okay, donc ici, typiquement, ce qu'on peut avoir, c'est des coups ici, là. Très bien. Donc, Vous nous le montrez? Ouais, Voilà. ouais, il est Super. juste là. Je le lubrifie un petit peu. Ok. Lubrifier un petit peu et puis on passe ça à travers la sonde trachéale et on peut assez facilement envisager un peu plus facilement, on va dire, envisager l'extubation. Voilà. L'autre option, ça serait éventuellement à discuter avec le chirurgien, mais de maintenir l'anesthésie. C'est ce qui est proposé, vous l'avez vu sur l'algorithme précédent. Ça se discute au cas par cas. Alors ce guide est creux, il est gradué, il va nous permettre de bien positionner ce guide creux dans la trachée. On va essayer, voilà, on est au niveau de la carène, on a le critère de butée, on va légèrement se retirer, on vérifie la profondeur par les graduations, on va retirer la sonde d'intubation. Hein. Vas-y Florian, moi je te maintiens le guide. Voilà, tiens ta seringue, elle est là. C'est parfait. Voilà. Donc parfait. Bon, tu es sûr que tu veux l'extuber maintenant là, parce que j'en ai pas arrêté le rébit. Ouais, bon, on va attendre un petit peu alors. Voilà. Non, je crois que ça va bien se passer, très honnêtement, Karine, là, l'extubation. Ouais, c'est bien. Très bien. Allez. Voilà. Impeccable. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va résumer. On va résumer ce cas, le temps que vous vous prépariez. Voilà, très bien. Donc, ce cas nous a permis de souligner différents points. Déjà, de vous rappeler les critères de ventilation difficile. Cela a permis de souligner l'importance d'une oxygénation efficace, coûte que coûte, et de replacer dans ces algorithmes le dispositif supraglottique. L'importance de leadership a été soulignée, et également, nous avons travaillé l'extubation avec un risque important d'échec d'extubation. Donc, ce cas-là était un cas intubation difficile, non prévu, compliqué au cours d'une chirurgie ORL. Maintenant, nous allons passer au deuxième scénario. Bien sûr, vous, dans le public, vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions. Vous êtes très nombreux à nous envoyer beaucoup de questions. Je vous remercie. Pour des raisons techniques, nous allons dérouler les cas. Et nous reprendrons quand nous serons assis tous les trois autour de cette table, quand mes trois collègues nous auront rejoints, nous répondrons à vos questions. Donc, le deuxième scénario est un scénario d'intubation difficile. Dans ce cas-là, nous avons deux médecins. Un médecin senior, c'est Daniel Francan, et Florian va jouer le jeune padawan, le jeune anesthésiste junior. Donc, est-ce que vous êtes prêts, les garçons, pour commencer ce cas d'intubation difficile prévu? Où en êtes-vous? Vous nous présentez votre malade? On a un patient de 55 ans qui est obèse avec
IMC supérieur à 35, c'est un grand gaillard de 102 kg qui a au moins 2 critères d'intubation difficile, puisqu'en effet, à la consultation d'anesthésie, on a un mélanpathie 3, une ouverture de bouche à 3 cm, une DTM qui est à 7, une mobilité cervicale moyenne, il est classé grade 2. Donc on est au moins avec cette indication prédictive d'une intubation potentiellement difficile. Là actuellement, notre patient il est stable, l'induction est faite, on est en cours de curarisation. Voilà, donc vous allez un peu vite là. Tu as dit que tu avais préoxygéné ce patient. Quels étaient tes objectifs de préoxygénation? Et comment as-tu fait pour optimiser cette période critique qui est la préoxygénation? Écoute, tu me poses une bonne question parce que ce patient était vraiment à risque de désaturation. C'est un patient, comme je l'ai dit, qui était obèse, avec un IMC donc à 35. Qui dit obèse dit risque de désaturation rapide parce que CRF réduite. Et la CRF est la limitation de la CRF est liée à ce poids excessif. Donc, face à ce risque potentiel, la préoxygénation, surtout chez l'obèse, mais même pour les autres patients, elle est indispensable. Donc on avait deux façons de préoxygéner, soit la manœuvre classique de Hamilton, 3 minutes avec un masque étanche sur le circuit principal, c'était une possibilité. Là, compte tenu de l'obésité, on a fait une préoxygénation qui va associer donc une VNI avec une aide à 4, une PEP à 4. Le patient a été informé, voilà. Donc la préoxygénation s'est bien passée. On a pu obtenir une FeTO2 à 90%. Donc la 90%, ça veut dire que la dénitrogénation alvéolaire a été faite. Et ça, c'est important parce que les réserves d'oxygène sont au niveau de la CRF qui est réduite. Donc la désaturation est potentiellement rapide. Super. Tu as utilisé un curare, tu nous as dit au début. Pourquoi as-tu utilisé le curare que tu nous as présenté? Alors, j'ai choisi de curariser, en effet. D'abord pour les conditions de ventilation et d'intubation. Les nouvelles RFE nous disent qu'on doit curariser pour favoriser une ventilation au masque et pour favoriser la laryngoscopie et l'intubation. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est une célioscopie pour un côlon gauche, comme je l'ai dit. Et donc, à la fois, la curarisation va être intéressante pour l'airway et aussi pour la chirurgie. Donc là, j'ai choisi de curariser au rocuronium. Donc la curarisation est en cours. Et voilà, l'induction s'est bien passée. Ouais, on avait un TOF à 4 tout à l'heure, là, mais je crois que le TOF vient de passer à... Oui, on attend qu'il se curarise tranquillement. Ouais, pas encore tout à fait curarisé. Voilà, qu'est-ce que vous allez utiliser tant que vous finissez? Comment vous allez intuber? Avec quel dispositif vous allez intuber? Alors là, on avait, comme je l'ai dit dans la présentation du cas, 2 critères d'intubation difficile. Tu es d'accord? Oui, tout à fait. Florian. Bon, donc là, je pense que si on applique les nouvelles RFE, on peut d'emblée utiliser un vidéolaryngoscope. Alors des vidéolaryngoscopes, il y en a plus de 10 sur le marché français. Ils sont tous très proches. Tu me laisses intuber là? Bah écoute, oui. Attendez, avant d'intuber, vous nous montrez non, bien sûr, on va revenir au bloc. Voilà. Donc là, on a un TOF à 0, on est curarisé. Bon, il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Et alors, je choisis quelle vidéolaryngoscope bah, écoute, tu me laisses intuber? Là, j'ai le chariot. Donc, dans ce chariot, on a pas mal de matériel. T'es un peu au milieu. Ouais. Alors, tenez, on va regarder, ça se passe ici. Voilà, donc il y en a pas mal. Bon, les caractéristiques de ces vidéolaryngoscopes sont assez proches, les performances également, mais il faut toujours utiliser un vidéolaryngoscope dont on a l'expérience. Donc là, vous voyez, on a un King Vision en bu, on a un Magras, on a un Stort, un AirTrack. Florian, tu as l'expérience de quoi? Ce dont j'ai le plus l'habitude, c'est vraiment l'AirTrack. Eh bien écoute, ça c'est important. Continue à bien ventiler. On est bien curarisé là, donc c'est bon. Donc AirTrack, je te prépare l'AirTrack. Ouais. Ok. On y va là. Ok, on y va. Parfait. La sonde a été mise dans le canal de guidage. Ok. Allez, vas-y. Donc là, on va s'exposer. Donc on a en plus un petit écran déporté sur lequel on va pouvoir retrouver l'image qui est juste là. La caméra va nous le montrer. Tu introduis ton AirTrack bien médian. Tu suis sur l'écran ta progression. Il va falloir suivre ici ce qui se passe. Voilà. Donc tu me montres un petit peu que je suive aussi. Ouais, parfait. Donc l'avantage de l'écran partagé, c'est que les deux opérateurs, en l'occurrence là,
voit la même vue glottique. Voilà, Donc là, on a un pogo autour de 50%. Ouais, le pogo, c'est le pourcentage d'orifice glottique. On en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est un critère d'évaluation de la surface glottique. Donc 50%, là, tu fais progresser ta sonde. Je fais progresser la sonde, là, mais c'est vrai. Alors, ta sonde, là, tu vois, je sais pas là, si tu butes sur l'aryténoïde droit. Ouais, Retire-toi un peu. J'arrive pas à la... Moi, tu as tout ton temps, le patient est bien, là. 99 de SAT, vas-y. Alors Alors là, tu vas dans l'œsophage, méfie-toi. Ouais. Voilà. Attends, je vais un peu potentialiser l'exposition en faisant une manœuvre laryngée. Voilà, on augmente un petit peu le pogo. Ah, là, mais par contre, tu continues. Ah, tu vois, on n'y arrive pas là. Non. Hein, ah, ouais. Attends, Okay. Écoute, il désature là. Ouais, j'ai l'impression, tu vois, au bruit là, au son. Donc voilà, allez. Okay. Donc la manœuvre laryngée externe n'a pas marché. Je te propose, il désature vraiment, voilà. je te propose de le reprendre. Ok. Vas-y, reprends-le. Bon, alors écoute-moi. Donc là, tu as essayé, tu as vu que la laryngoscopie, la vidéo laryngoscopie montrait un pogo relativement correct, mais c'est pas parce qu'on a la sonde. Ouais, mais c'est pas parce qu'on a une vision glottique qu'on arrive toujours à intuber avec un vidéolaryngoscope. Donc dans ce cas-là, notre niveau d'anesthésie est bon. Okay. Écoute, ce que je te propose. Je vais peut-être te laisser la main. Oui, bah écoute, je veux bien. Je vais te reprendre un petit peu ça. Alors ce que tu vas me préparer, on va. Donc je vais utiliser l'AirTrack. Donc je reventile bien le patient. Je te prépare quoi que ce soit. Ouais, bah écoute, tu vas me préparer un long mandrin béquillé. Long mandrin. Ouais. Que je te mets d'emblée à travers le vidéo. Oui, tu me le mets dans la sonde d'intubation. Bon, pendant ce temps, je continue à ventiler. Voilà. Donc la sonde ne dépasse pas l'extrémité du vidéolaryngoscope. Voilà, c'est parfait. Donc là, on resature bien. Oui, parfait. Donc là, on a 100% de saturation. Là. Écoute, l'hémodynamique est bon. On vérifie le niveau d'anesthésie, c'est bon. On est parfait. La curarisation toujours top. Là, qu'est-ce que vous avez fait? Là, vous avez mis une... Alors, on a mis un mandrin, on peut peut-être zoomer dessus. On a mis un mandrin au travers donc, de la sonde qui est elle-même glissée dans la gouttière de l'AirTrack. D'accord, et sur le malade, vous continuez à le ventiler au masque? Ouais, on le ventile très bien, on n'a pas de difficulté de ce côté-là. On a un joli capnot, une belle forme. Donc là, je vais prendre le vidéolaryngoscope. Est-ce qu'il y a une indication d'une oxygénation apnéique là? Bon, on pourrait éventuellement, si le patient avait désaturé, ça pourrait tout à fait s'envisager. Ouais, on peut l'envisager, même je pense que je vais le faire parce que tu as eu des difficultés, tu faisais bien ton geste. Donc passe-moi une sonde d'oxygène. Ouais, en effet. Allez, passe-la moi. Au moins, on évitera peut-être, parce que ce patient, je le rappelle, est obèse, il a une CRF réduite, il désature rapidement, on l'a vu tout à l'heure avec Florian, donc il n'y a pas de raison qu'il ne redésature pas. Donc si tu pouvais me passer la sonde d'oxygène, on va la positionner. Alors on va mettre un débit pas très important pour éviter des insufflations. Je vérifie bien la distance. Je te mets à combien de débit entre 3 et 5 litres. On va commencer à 3 litres. 3 et 5 litres. Allez, je le reprends au masque. N'importe comment, là, on est à 100% toujours. C'est bien, il n'a pas désaturé. 99, ouais, tu vois, il désature assez rapidement. Donc là, vous vous mettez sur un peu d'oxygène pour votre geste. Oui, c'est un débit continu, réduit. Il faut bien positionner la sonde nasopharyngée pour éviter dans l'œsophage et donc de dilater l'estomac. Donc on est vigilant de ce côté. La saturation est parfaite. Florian, tu as une aspiration au cas où si j'ai besoin d'aspirer. Juste à ta gauche. Niveau d'anesthésie, c'est bon. On est bon. Parfait. Allez. Allez, parfait. Et donc on va se reconcentrer encore une fois ici. Donc j'introduis. Voilà. Alors je me positionne bien. On va pouvoir zoomer ici, vous le voyez un petit peu de loin. Donc cette fois on a l'orifice glottique qui est particulièrement le long mandrin bien dégagé. Est en train de se positionner donc dans l'orifice glottique. Parfait. Donc là maintenant ma sonde va glisser le long du long mandrin béquillé. Et voilà, l'intubation. On voit bien la sonde passer entre les cordes vocales, donc c'est bien un geste contrôlé que l'on fait avec une visualisation du passage de la sonde. Je maintiens ma sonde, je retire le guide, parfait. Je déclipse mon AirTrack. Tu me gonfles le ballonnet, s'il te plaît. Donc je maintiens toujours bien ma sonde. Hop. Voilà. On va vérifier
Ici, parfait. Ok. Excellent. Et puis on va pouvoir... Voilà, vérifie maintenant si on a un capno. Allez, Parfait. Bah écoute, l'oxygénation apnéique nous a bien aidé, il n'a pas désaturé, on a un capno. Tu nous donnes un petit coup de stéto s'il te plaît? On va écouter pour ça. vérifier que c'est bon. Le stéto, il a peut-être été perdu. Ah non, il est dans la bataille de tout à l'heure. Vous avez une belle courbe de capno, la saturation est bonne, donc ça, il semblerait que vous ayez connu un succès. Ouais, on confirme. Je crois qu'on peut dire ça, Karine, c'est un succès. Qu'est-ce que vous allez noter maintenant, les garçons, sur cette procédure dans le dossier du patient? Qu'est-ce que vous allez, pour la prochaine fois, si on a besoin de le réintuber, quels sont les paramètres que vous allez écrire? Alors c'est un point important en effet que tu soulignes là, la traçabilité d'une intubation difficile dans le dossier du patient. Alors bien sûr il y avait les critères prédictifs d'intubation, le mal-empathie, l'ouverture de bouche limite et la mobilité cervicale réduite, mais il y a aussi les conditions d'intubation, donc préciser le type d'anesthésie qui a été réalisé, l'association avec le rocuronium, le type de matériel qui a été utilisé, en l'occurrence là c'était un AirTrack parce qu'il y avait donc plus de 2 critères d'intubation difficile. Donc, et non seulement l'AirTrack, mais on va préciser que nous avons eu des difficultés et qu'on a utilisé un mandrin pour faciliter l'intubation dans l'AirTrack. Voilà, donc ça c'est important. De même, s'il y a eu des conditions d'extubation particulières, des réveils différés, c'est un véritable certificat médical qui va reprendre tous ces critères, type d'anesthésie, type d'intubation, matériel utilisé et extubation. Et tu choisis de tracer le score de Pogo, le score de Cormack et Lehane dans ce cas-là? Le Pogo, c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu. Le Cormack a été validé pour la laryngoscopie standard avec la lame de Macintosh. Le Pogo, ça correspond au pourcentage d'orifice glottique. On a vu tout à l'heure que Florian avait un Pogo à 50%. On a mobilisé le larynx, on a augmenté un petit peu la surface glottique. Donc cette surface glottique peut correspondre au Cormack. En gros, pour faire simple, un Pogo à 100%, c'est la surface glottique complète, on voit la commissure antérieure, ça correspond à un Cormack 1. Et ensuite, Cormack 2, c'est lorsque le Pogo se réduit, il va jusqu'à 5%. Pogo 0, ça correspond à un Cormack 3 ou un Cormack 4. Donc le Pogo, c'est un critère d'évaluation de la surface glottique spécifique à la vidéolaryngoscopie. Bon, super. Donc, merci beaucoup pour ce nouveau cas. Donc, nous étions sur un cas d'intubation difficile prévu. Ce cas nous a permis de revoir l'anticipation du risque de désaturation à l'induction de l'anesthésie chez l'obèse. Nous avons également vu l'intérêt d'une préoxygénation efficace et les objectifs que nous devions nous fixer, l'intérêt d'une curarisation et de son monitorage, le choix en première intention de prendre un vidéolaryngoscope lorsque le patient présente au moins 2 critères d'intubation difficile et globalement également passer en cas de désaturation chez les patients avec de faibles réserves à l'oxygénation apnéique. Nous sommes maintenant prêts pour commencer le 3e cas clinique, qui est un cas donc, que nous redoutons tous. C'est le cas d'une intubation difficile prévue avec une oxygénation extrêmement compliquée. Donc le temps que mes collègues, vous comprendrez, il faut un petit peu de temps pour monter ce nouveau bloc opératoire. Je vais en profiter pour vous présenter ce patient. Les acteurs qui vont jouer cette prise en charge seront Morgane et Daniel. Morgane et Daniel, vous êtes 2 grands seniors du centre ORL et vous allez prendre en charge ce patient de 52 ans. C'est une chirurgie que vous allez devoir préparer en urgence pour un canal cervical étroit avec une paresthésie. Ce patient présente des paresthésies des doigts qui se majorent depuis 24 heures. Et donc, comme antécédents médicaux, vous avez une spondylarthrite ankylosante. Et parmi les antécédents chirurgicaux, vous avez ce patient a bénéficié d'une laryngectomie sous-glottique sans radiothérapie, parce que quand même, ça serait le comble qu'on ait tous les facteurs. Donc, est-ce que vous êtes prêts, Morgane et Daniel? Tout à fait. Super, nous allons donc venir vous retrouver dans le bloc opératoire.
Donc, nous sommes ici au bloc opératoire avec un patient, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, avec un certain nombre de critères d'intubation difficiles. Le principal d'entre eux, c'est son ouverture de bouche qui est à moins de 2 cm, 18 mm d'ouverture de bouche. Et puis une modification potentiellement de l'oropharynx, puisque c'est un patient qui a été laryngectomisé. Je n'ai pas d'autres critères. Il a une distance thyromontonnière ici qui est convenable, donc je n'ai pas d'autres critères de difficulté d'intubation. Par ailleurs, il a un critère de ventilation difficile qui est lié à son édentation pour la chirurgie, la laryngectomie et la radiothérapie. Donc on a un petit peu de temps. On vient de démarrer pendant le changement d'équipe une sédation par de l'évoque rémifentanil pour que le patient soit détendu, mais éveillé et capable de répondre à notre demande. Là, on a une cible à 2. Voilà. Donc, et pendant ce temps-là, pendant que le patient s'endort, je vais en profiter pour faire un repérage finalement de la membrane intercricoïdienne pour parer finalement à toute éventualité. On a un petit peu de temps, on n'est pas pressé. Il y a une indication formelle à la chirurgie, mais là, on peut se permettre de faire un peu de pédagogie en faisant de l'échographie. Et pourquoi tu repères cette membrane à l'échographie? Tu peux nous le préciser, s'il te plaît? Le repérage de la membrane intercricoïdienne, elle est intéressante parce que je suis dans une situation où potentiellement j'ai une intubation impossible, une ventilation impossible, et très vite dans l'algorithme apparaît la possibilité d'une oxygénation intercricoïdienne. Donc voilà, mieux vaut le faire tranquillement là maintenant qu'en situation d'urgence. Donc je vais me prendre le temps de faire mon repérage échographique ici, donc en posant ma sonde dans le cou, et je vais descendre, et vous allez voir sur la vidéo qui va être associée, vous allez voir que je vais descendre dans le cou progressivement et voir un certain nombre d'images. Alors je ne sais pas si on peut m'envoyer la vidéo. Voilà. Super. Donc je descends tout doucement. J'arrive ici au niveau du plan thyroïdien. J'arrive à voir derrière parce que j'ai de l'os, et donc j'arrive à voir mon espace glottique. Je vais descendre un petit peu. Je vais arriver à un espace où je ne vais rien voir derrière. Là, hop. J'y suis. Et donc là, je suis sur ma membrane intercricoïdienne. Et donc, c'est celle-ci que je vais repérer tranquillement avec un feutre. Voilà, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Un petit peu votre cou, tout va bien. Voilà. Je surveille le Rémi, moi, pendant ce temps. Et donc, on va passer, maintenant que le patient est bien relâché, on va passer à la phase de fibroscopie. Moi, je t'ai préparé le fibro. Ouais, donc, il est ici. On va essayer d'éviter. Hop. Parfait. Donc j'ai prémonté mon fibroscope et sa sonde d'intubation. Bon, là, pendant ce temps, le patient a toujours son oxygène. On a bien lubrifié l'ensemble. Très bien. Hop. Alors on va mettre peut-être un petit sparadrap ici de rappel pour le geste. Tu as le cône là, ça devrait aller. Voilà. Alors, dans les petits gestes techniques, là encore on a du temps. C'est pas mal de savoir où est-ce qu'on va se situer, où va être le carrefour pharyngé, et donc on regarde finalement comme on l'a vu tout à l'heure pour la sonde d'oxygène. Je vais regarder à peu près à l'avance un petit peu à quelle distance de l'orifice nasal va se situer ici mon orifice trachéal. Une fois que c'est fait, je vais démarrer tranquillement mon geste, voilà, monsieur, tout va bien. En prévenant le patient. Vous allez sentir, monsieur... Je retrousse un petit peu la pointe du nez pour faciliter le passage du fibro. Il y a un petit tuyau qui passe dans la narine. Très bien. C'est pas désagréable. Et vous allez sentir ensuite que j'arrive dans le fond de la gorge. Voilà, on descend tout doucement. Ça va ouais, pour l'instant ça va, j'ai une vision qui est correcte. Respirez normalement, voilà, monsieur. Je suis arrivé ici derrière la langue. Voilà, on commence à voir. Alors je vais me tourner pour peut-être que ce soit plus visuel. Donc on a en haut, si vous voulez, on a peut-être la sonde nasale qui est un petit peu loin. Oui. On va la retirer parce qu'elle est dans l'œsophage. Tout donc à on va fait. retirer la sonde nasale. Okay. Donc vous avez en haut l'œsophage. C'est toujours pareil, hein. L'oxygénation pendant le geste technique. Ouais. Et donc vous avez ici, on visualise bien les cordes vocales. Donc voilà, on va endormir ces cordes vocales, on va faire un petit peu d'anesthésie locale. Voilà, on a un petit peu de temps. La sonde, ok. Donc on va faire une petite pulvérisation. Ça risque de vous faire tousser, monsieur. Voilà, j'ai préparé. Voilà, tout en haut ici. Voilà. Hop. Tac. Voilà. 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 Ah. Et un petit peu toussé, tout va bien, monsieur, c'est normal. On va essayer de passer tranquillement. Vous allez faire une inspiration profonde, monsieur. Voilà, allez-y, gonflez bien les poumons. Voilà, le larynx est bien ouvert. Donc là, c'est bon, je suis passé. Parfait. Et là,
Tu me diras quand Ok. je descends ta sonde. Attends, là, j'ai dû prendre un petit Attends, il tousse un encore. petit Glavio, là, parce que j'ai une On y visualisation. voit plus Alors, grand-chose, écoute, là. Et là, je suis pas très T'es efficace t'es en pas très inspiration. bon là. Attends, je Il vérifie, désature un petit peu, ouais. je Donc, il vérifie mon désature. oxygène. Donc on va l'oxygéner, c'est pas grave. On va Allez, on va sortir le reprendre. le fibroscope. On va le reprendre au masque Allez, vas-y. pour sécuriser un petit peu le tout. Tu veux que je me mette la tête Donc Ouais, là, je veux bien qu'est-ce que qui tu se te passe? Vous mettes à la êtes tête. devant un échec de fibroscopie Ouais, Oui, une gêne. moi, un ouais, petit- ouais, on était quasiment arrivé. arrivé. Je le reprends au Voilà. masque. Mais Il là, il désature décide- rapidement parce qu'il n'a pas de réserve. Donc on Voilà, va gonflez bien les poumons, monsieur. Alors l'avantage du Rémi, c'est que resaturer le un petit patient peu. est toujours conscient. Là. voilà, respirez bien fort, monsieur. Allez, gonflez, tout va bien, ne vous Qu'est-ce inquiétez que vous pas. allez Alors. choisir comme qu'est-ce que vous allez choisir maintenant comme stratégie? Bon, alors on a fait 2 techniques d'oxygénation apnéique sur les 4 qui sont à notre disposition. La sonde à oxygène nasal, le masque facial, avec un résultat qui est, voilà, il a arrêté de désaturer, mais Voilà, on est quand il même dans resature doucement, là. dans des niveaux de saturation qui sont relativement bas. Donc il nous en reste 2. L'oxygénation par la membrane intercricoïdienne, on l'a repéré tout à l'heure, donc je pense qu'on va privilégier cette technique. Et puis on aurait éventuellement, je l'ai à côté de moi ici, l'oxygénation nasale au débit, mais je ne l'ai pas monté, ça ne faisait pas partie de mon plan d'action. Il faut savoir que ça prend à peu près 2 minutes, et là on ne va pas prendre 2 minutes à préparer le matériel, on Voilà, le gonflez présentera bien les poumons, éventuellement tout à Tout l'heure. va bien, monsieur. Donc on va assurer les choses en faisant un abord intercricoïdien. Donc je Ok. vais prendre. Écoute, une suite. là, moi, je Est-ce que- continue à le saturer. Si, Ouais. si tu peux préparer. Donc là, on a choisi d'utiliser donc Hop, une premier. poignée Manujet avec un cathéter d'intercrico. Et- On a repéré la membrane, donc Je cherche on est ma assez petite valise. tranquille parce que le repérage parfois est difficile de cette membrane. Il faut savoir que la membrane chez l'adulte, c'est à peu près 1 cm de hauteur et qu'elle est parfois difficile à repérer, en particulier chez l'obèse ou chez les coups Je te de laisserai ça radiothérapie. éventuellement tout à l'heure, Daniel. Donc là, la membrane a été repérée sous écho. Voilà, Donc ça, c'est, hop. je crois que c'est un Désinfecter. conseil à donner là quand on fait des fibros là sur des patients un peu limites, de repérer. Je crois que tu l'as bien souligné. Oui. En l'occurrence, ça nous a aidé parce que dans ce cas-là, ça va nous permettre de ponctionner. Il faut savoir que c'est une technique de secours, l'intercrico. Il faut un matériel spécifique. Donc là, c'est un cathéter à paroi renversée, à Voilà. paroi épaissie, multiperforée, Je avec montre des à la ailettes. caméra. Ok. Donc c'est la technique du cathlon, hein, qui va, mais avec une aiguille qui est légèrement. Incurvé. Voilà, le patient resature bien. Ouais, donc on va y aller On est à tranquillement. 83, t'en attends un petit peu quand J'ai mis même. un petit peu de sérum dans ma seringue. Le but étant de, Voilà. dès que je vais avoir une bulle d'air, dès que je vais aspirer un petit peu d'air, je vais sortir mon aiguille pour laisser simplement le cathlon intercricoïdien pour éviter d'être traumatique sur la paroi postérieure de la trachée. Voilà. Donc je reprends mon repère. Tu fais une petite locale ou- J'ai nettoyé les Ça- petites ça- locales ouais, tout ça à va. l'heure. Bon, parfait. Et donc on y va. Ça va Voilà, peut-être monsieur. appuyer un petit peu dans le cou, monsieur. Voilà, monsieur, continue à bien Donc, je respirer, là passe c'est la peau, bien. Et donc Ouais, ensuite, ça se passe j'avance normalement. tranquillement dans l'axe du cathlon. Alors il faut Voilà, être. là j'ai de l'air. Ok. Il faut prendre du temps là, à faire Donc, je vais ce retirer geste. ici mon aiguille et je vais continuer d'avancer ici mon cathlon Voilà. jusqu'à sécuriser les choses. Alors justement, je le Hop, tiens. on va pouvoir se brancher ensuite Alors tu as la poignée. Donc la poignée. cette pour poignée, c'est l'insufflation. une technique Tiens. de jet oxygénation manuelle qui n'a rien à voir avec la haute fréquence. Vous allez voir que dans les critères d'utilisation, cette poignée doit être utilisée avec parcimonie en termes de pression, en termes de fréquence de pression sur sa poignée. Voilà, continuez à bien respirer, monsieur. Oui, donc vous pouvez nous dire un petit peu la jet oxygénation, Ouais, si tu dans veux ce passer. cadre-là, quels sont vos objectifs, reprends quelles la sont main. les précautions que vous recommandez Alors, dans la pratique au bloc opératoire? Alors la poignée de jet oxygénation, c'est une technique donc de secours, comme je le disais, avec l'objectif de permettre une resaturation d'un patient qui désature. Donc pour ça, on a un réglage à faire de pression. En l'occurrence, on a ici un bouton de réglage. On va se mettre ici à 1,5 bar de pression. Voilà. Ensuite, on va exercer des pressions sur cette poignée gâchette ici. Ces pressions doivent être extrêmement limitées dans le temps. 1 seconde et pas plus de 3 par minute. L'objectif, on l'a dit, c'est d'obtenir une saturation au-dessus de 90%.
c'est pas de faire de la ventilation, on est dans l'oxygénation de secours, dans le sauvetage. Et en l'occurrence là, on n'est pas vraiment dans le sauvetage, on le voit, j'ai fait une pression là, 1 seconde. Et on est revenu à 96 de saturation. Ben, 1 seconde, ça correspond à 300 millilitres, hein, tu sais, ça va vite. Hein. Donc voilà, j'ai refait une deuxième pression, donc vous voyez une pression extrêmement limitée dans le temps, moins d'1 seconde. Le patient là resature à 92. Voilà, tout va bien, monsieur. Voilà, vous continuez à bien respirer. Voilà, et pendant que tu assures l'oxygénation, bah, je vais reprendre mon geste. On a toujours une sédation qui on va faire... fait que le patient est confortable. Je vais redonner peut-être un petit coup là parce que on est à 88, de façon à le resaturer. Voilà, 1 seconde, 89, c'est bon, vas-y, écoute. Je ne sais pas si on voit à la caméra la fibro à nouveau. Donc là, voilà, je reviens. On retrouve nos repères de tout à l'heure. Donc il y a un petit peu de sécrétion. Voilà, respirez bien, monsieur. Depuis le temps. On voit le cathéter d'intercrico qui va arriver sur mon chemin ici. Très bien. Donc on va passer juste à côté. Voilà, tu es tranquille, là tu es à 92, tu peux y aller. Voilà, je passe à côté du cathéter intercricoïdien et donc je vais descendre jusqu'à la carène finalement. Donc moi j'ai plus d'image. Voilà, tout va bien, écoute. Voilà, j'étais bien. Voilà, monsieur. Donc ensuite, on va descendre la sonde. Voilà, là je peux peut-être t'aider. Voilà. Tiens ton fibro, tiens-le un peu plus vertical peut-être. Voilà, super. Voilà, nous on ne voit pas trop bien, mais ça va venir. Là, voyez, c'est bon, ça arrive. Impeccable. Je suis allé assez loin jusqu'à la carène. Donc là, c'est le moment désagréable. Attention, monsieur, respirez. Allez, gonflez bien les poumons. Voilà, le larynx est bien ouvert. Parfait. On accompagne. Je t'aide. Voilà. Le geste. Voilà. Avec une petite rotation pour faciliter et éviter de buter sur l'arythénoïde, en particulier le droit. Voilà, on est passé, c'est bon, voilà. Tu peux. C'est parfait. On est toujours. Est-ce que tu as vu ta carène là? Parce que ça, c'est un bon critère. Alors, hop, voilà, on voit la carène. J'ai pas l'écran en face de moi, mais ça me paraît bon. Voilà. Hop. Ça me paraît bon là. Voilà. Parfait, monsieur. Continuez à respirer. La saturation 89, on va le reventiler maintenant. Gonfler le ballonnet. Très bien. Je m'en occupe. Hop. Comment là, quelle est votre séquence de gestes à réaliser une fois que vous avez intubé la trachée avant jusqu'à l'approfondissement de l'anesthésie? Vérifier qu'il y ait une capno. Moi, je n'endors pas, je n'envoie pas de propofol tant que je n'ai pas vérifié la présence d'une capno. Voilà. Donc je fais respirer le patient, je lui explique de respirer tranquillement par le nez. Là, vous voyez que j'ai un signal de capno. J'ai une saturation qui est convenable. Donc j'ai eu le contrôle fibroscopique qui m'a assuré que j'avais passé les cordes vocales. Ensuite, l'auscultation pour vérifier qu'on ne soit pas sélectif, mais on l'a visualisé également par la fibroscopie. Donc normalement, je n'ai pas de doute sur la position de ma sonde. Et donc on va pouvoir sécuriser et fixer la sonde dans ce cas-là. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos blocs opératoires, nous avons des échographes. Est-ce que dans ce cas, il y a une indication d'utiliser l'échographe pour évaluer quelques complications que ce soit? Alors, il y a une littérature qui arrive là sur la position de la sonde, le passage de la sonde dans la trachée. Là, on est sous fibroscopie. C'est un peu comme vidéolaryngoscopie. On est certain qu'on a passé les cordes vocales et qu'on est dans la trachée. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser l'échographie, surtout que ça demande une compétence particulière. Je n'ai pas besoin d'utiliser l'échographie pour m'assurer que la sonde est bien en place. J'ai d'autres critères, la visualisation directe et le capnogramme. Par contre, je peux rechercher des complications. Effectivement, je peux, si je sais le faire éventuellement une échographie pleurale avec une visualisation ici au niveau des sommets pour chercher des signes indirects de pneumothorax qui pourraient être liés par exemple à l'utilisation mal maîtrisée, ce qui n'était pas le cas là aujourd'hui, mais une mauvaise maîtrise de la jet de ventilation avec un barotraumatisme. Et donc on va rechercher des images typiques, un petit peu zébrées, au type code barre au niveau des sommets, avec la disparition du glissement pleural comme on l'a de façon normale. Super. Voilà. Là on voit sur l'écran un OptiFlow sur le côté que vous aviez dans votre bloc. Absolument. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu utiliser l'OptiFlow quand le malade a commencé à désaturer? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je pense qu'il y a une diapositive après pour le présenter. Je ne l'avais pas choisi, moi, aujourd'hui, dans ma séquence d'oxygénation. C'est-à-dire que
Je pensais, en partant fibroscopie première avec la sonde nasale, que globalement, ça me suffirait pour éviter toute désaturation. Maintenant, ce n'est pas le cas. On a l'oxygénateur ici nasal haut débit. Il faut y penser au départ parce que vous voyez qu'il y a une potence sur la partie gauche de la diapositive. Vous avez une potence avec le débitmètre en haut et le réchauffeur en bas. Et puis qu'entre ces deux dispositifs, il va falloir installer un certain nombre de choses, de matériel à usage unique qui sont au milieu de la diapositive. Vous avez le circuit, le réchauffeur, le sérum pour pouvoir réchauffer et humidifier l'air qui va être inspiré par le patient, le choix des canules nasales au centre de la diapositive, et puis des capteurs de température, des capteurs de pression. Donc tout ça, par quelqu'un d'entraîné, c'est minimum 90 secondes à 2 minutes. Et donc c'est pas, à mon sens, c'est proposé de plus en plus dans les recommandations, mais ça doit s'intégrer dans une stratégie, ça doit être anticipé dans la stratégie pour être disponible immédiatement, prêt à l'emploi lorsque vous envisagez de l'utiliser. Et on a sur la diapositive suivante finalement le montage final de l'OptiFlow. Super. Voilà. Donc si on résume votre cas, Oui. Morgane et Daniel, vous avez replacé la fibroscopie donc au centre de l'algorithme. La fibroscopie doit être une technique maîtrisée pour nos malades. Absolument. Vous avez de nouveau montré l'intérêt de prévenir les désaturations et utiliser les différents moyens qui sont à notre portée pour prévenir ces désaturations. Là, vous avez très bien montré l'intérêt d'une communication dans la prise en charge de ce patient. On a vu que 4 mains sur une technicité comme ça complexe, c'est très bien, mais vous communiquez, vous prenez le leadership à tour de rôle. Et globalement, également, vous nous avez rappelé que la JET avait une place pour l'oxygénation, on va dire d'appoint le temps de finir ce que l'on doit faire avec les limites et les précautions. Je vous remercie. Nous avons donc fini les 3 scénarios. Je vous demande de me rejoindre sur le plateau si vous... D'accord. Okay, on va commencer, le temps que tout se met en place, on va rappeler un petit peu les objectifs que nous avions fixés et surtout les points que nous souhaitons insister à cette partie du live. Donc, si vous voulez bien me mettre la diapositive de conclusion, le temps que mes collègues nous accompagnent. Donc, il est important de maintenir l'oxygénation du patient en toutes circonstances. Il faut anticiper le protocole que vous avez choisi. Il faut préparer le matériel, qu'il soit bien chargé, qu'il soit bien fonctionnel. On a vu aussi pour l'OptiFlow qui n'était pas préparé, il ne pouvait pas être utilisé. Il en est de même pour les vidéolaryngoscopes. Donc bien préparer votre matériel et surtout communiquer votre stratégie à votre équipe. C'est un point qui est essentiel pour la prise en charge de nos patients. Cela pour rappeler qu'en situation de crise, définir un leadership doit rester une partie clé dans la prise en charge des patients. Donc, les garçons, avez-vous fini de prendre en charge tous vos patients? C'est bon? Vous les avez tous sauvés, toutes nos félicitations, vous êtes brillants. Alors, nous avons des internautes qui nous ont posé des questions et j'en ai relevé pour vous. Il nous reste 7 minutes à peu près de live démo. Vous pouvez, ceux qui nous regardent, vous pouvez continuer à poser vos questions. Je vais commencer par Florian, s'il te plaît. Un internaute nous demande, tu as choisi d'utiliser lors de la 2e laryngoscopie de repartir avec un laryngoscope. Ouais. La personne nous demande pourquoi tu n'as pas choisi de vidéolaryngoscope à ce stade-là. Alors, 2 raisons principalement. La première, c'est que c'était une intubation qui avait été facile d'emblée, donc c'était un Cormac 2. Pas d'indication à utiliser un vidéolaryngoscope dans ce cas-là. Deuxième chose, c'est que on est dans un contexte de saignement avec plus ou moins un abcès qui a été perforé, donc on a probablement un optique qui allait être tout de suite sali et puis on allait avoir assez peu d'intérêt en finale du vidéolaryngoscope.
Troisième chose, c'est que si on se rappelle bien du cas, c'est un patient qui était à risque de régurgitation. Là encore, on sait que la vidéolaryngoscopie n'améliore pas forcément le temps d'intubation, donc assez peu d'intérêt sur ce genre de cas d'utiliser la vidéolaryngoscopie. Super, vous êtes d'accord les garçons? Notre priorité, là, ça a été l'oxygénation. Hein. Voilà. Donc, tout à fait. les vidéolaryngoscopes améliorent la vision glottique, ça peut faciliter l'intubation. Dans ce cas-là, notre priorité, c'était l'oxygénation. L'obstruction de la vision glottique par les sécrétions était quelque chose de prévisible. Très bien. Il y avait une question également pour Daniel. Daniel, on est passé vite, mais c'était l'objectif sur la préoxygénation de l'obèse. Tu as rappelé qu'il y avait une préoxygénation en utilisant le mode aide inspiratoire. Les collègues nous posent la question, est-ce que tu te contentes d'un niveau d'aide? Est-ce que vous mettez une PEP systématique? Est-ce que les patients les tolèrent bien? Quelle est votre expérience dans ce domaine? Donc il faut d'abord prévenir le patient. Donc, on vous l'avait pas dit tout ça à l'heure, c'est mais important. On lui avait bien parlé quand même au patient, Voilà. on l'avait bien briefé. Hein. Parce qu'il était à risque donc, de désaturation. Donc là, on ne pouvait pas se contenter d'une préoxygénation, on va dire, classique de quelques minutes avec un masque étanche sur le visage. Donc là, comme ce patient était obèse avec CRF réduite, on a voulu optimiser nos chances pour améliorer le temps d'apnée. C'est pour cette raison qu'on a donc décidé de faire une VNI. On démarre avec un niveau relativement bas, 4 d'aide, 4 de PEP. Il faut que le patient soit coopérant et puis en fonction des résultats, on monte par palier progressivement. Très bien. Morgan, pour toi, on reçoit des questions concernant... donc tu as fait un bloc trachéal. Alors, ici, j'ai pas fait de bloc trachéal. On peut se servir finalement du temps de repérage échographique que j'ai fait là pour faire un bloc trachéal. Dans ma pratique, on utilise essentiellement une sédation avec le rémifentanil. Il y a éventuellement de la place pour la dexméthétomidine. Il y a beaucoup de littérature, mais elle n'a pas l'AMM en France pour l'instant, mais c'est probablement un agent de choix pour maintenir un patient coopératif, calme, qui va respirer à la demande, qui va éventuellement déglutir ou avoir une inspiration profonde pour pouvoir permettre le passage entre les cordes vocales. Le bloc trachéal, on peut le réaliser. Il y a deux possibilités, soit une injection transcricoïdienne d'anesthésique locale pour essayer d'aller endormir, on va dire, les cordes vocales. Il y a un risque de tout, donc il faut avoir le bon dispositif pour le faire, pour éviter d'avoir une lésion de la paroi postérieure de la trachée au moment où vous le faites. Donc c'est un cathlon, où c'est le type de dispositif qu'on vous a montré de cathéter intercricoïdien qui va être très souple et qui va éviter tout traumatisme postérieur. Donc on injecte à ce moment-là, à travers ce cathlon, de l'anesthésique locale d'action rapide, de la lidocaïne par exemple. Et on peut compléter ce bloc par une injection au niveau des cordes thyroïdiennes, donc de chaque côté de la thyroïde, en sous-cutané. On peut injecter là aussi quelques millilitres d'anesthésique locale de part et d'autre. Ça, c'est souvent privilégié pour les équipes qui n'associent pas de techniques de sédation réveillée. Nous, on a pris le parti de choisir une modalité d'évoque, rémifentanil, dans ce cadre-là. Et pour le passage du fibro au niveau des narines, est-ce que tu fais quelque chose de particulier, un aérosol, de la locale? Alors, on mèche, on a gardé l'habitude de mècher le patient avec de la lidocaïne nafazolinée pour vasoconstricter un petit peu la muqueuse pour éviter d'être traumatique au passage du fibroscope. Normalement, si vous choisissez le bon diamètre de votre fibroscope, si vous avez une lumière qui est toujours au centre de votre image, vous n'allez pas avoir de traumatisme, vous allez rester au centre de votre fosse nasale. Et normalement, vous ne devez pas toucher la tâche vasculaire tout au long de votre progression. Donc c'est vraiment un geste tranquille. Le geste assis, moi je vous recommande vraiment le geste en position assise face au patient, ce qui permet vraiment d'avoir une communication avec lui, d'avoir la visualisation de votre image de fibroscopie et voilà, vous progressez tranquillement
vraiment, on n'a pas d'urgence là. Et même dans une séquence rapide, estomac plein, le patient est vigile. Il n'y a pas d'urgence à aller vouloir cathétériser absolument sa trachée. On a le temps, il faut vraiment sécuriser l'ensemble du process pour éviter toute inhalation et éviter tout faux passage dans l'œsophage. Tout à fait. Une dernière question, puis nous devrons rendre l'antenne. Donc la vidéolaryngoscopie a trouvé sa place dans nos algorithmes, au moins 2 critères d'intubation difficile. Dans la chirurgie programmée chez des patients avec une ventilation possible, nous devons commencer par les vidéolaryngoscopes. Vous avez utilisé, tu prends le vidéolaryngoscope, vous avez utilisé la phrase suivante, tu prends le vidéolaryngoscope dont tu as l'habitude. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Est-ce que cela suggère qu'il faut être expert dans le maniement? Et on a vu, il y a plusieurs vidéolaryngoscopes avec différentes techniques et technologies. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu pourquoi vous avez dit tu prends cette phrase, tu prends celui dont tu as l'habitude? Alors je vais répondre à cette question. Lorsque nous avons fait la RFE, on a fait une étude, on a revu toute la bibliographie. On voit que les vidéolaryngoscopes sont de plus en plus nombreux, avec des caractéristiques qui doivent les distinguer, en particulier l'épaisseur de la lame. Cette lame, elle est de 2 formes possibles, des lames angulées, des lames standards, type Macintosh. Les courbes d'apprentissage pour la plupart des vidéolaryngoscopes est relativement réduite par rapport à la laryngoscopie standard de Macintosh. On estime qu'autour de 10 manipulations, on commence à avoir une certaine expérience. Donc pour ça, il faut utiliser régulièrement les vidéolaryngoscopes. Le fait de les utiliser dès l'existence de 2 critères devrait favoriser leur utilisation et donc l'apprentissage des utilisateurs. Alors, c'est important de les avoir dans le chariot d'intubation difficile. C'est un matériel qui est maintenant recommandé et qui doit être utile et utilisé dans les chariots d'intubation. Voilà, c'est super. Nous sommes arrivés à l'issue de notre présentation. Une dernière remarque que nous disent les internautes. Bravo pour ces présentations. Donc, je vous le transmets. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous remercions tous de nous avoir suivis pour ce live d'IMO et à très vite.